Jean-Louis Billon, il y a un sujet qui est au cœur de l'actualité. Le président Ouattara qui a annoncé sa candidature début août dernier. Une partie de l'opposition estime que le président Ouattara ne doit pas se présenter. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Bon, moi, j'aurais préféré qu'il ne se présente pas. Déjà, simplement parce que ça élimine un adversaire de taille. Je pense qu'il n'a plus rien à prouver. Il a un bilan défendable. Mais quelle que soit la beauté d'un bilan, vous ne pouvez pas empêcher un peuple de rêver, comme je dis. Et je pense que c'est le temps d'une nouvelle génération. Une démocratie s'assoit par l'alternance. Maintenant... Vous n'êtes pas dans le débat sur les lois, sur la Constitution, qui lui autoriserait ou pas de se représenter? Ou vous estimez que le débat il a été vidé en 2020? Moi, j'estime que ça ne sert à rien de débattre là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il a un troisième mandat consommé. À partir de là, le quatrième mandat est possible. Sinon, il n'aurait pas fait le troisième. Donc, au lieu de perdre son temps dans le débat, réunissons-nous, faisons en sorte de le battre démocratiquement pour l'emporter. N'oubliez pas qu'au Sénégal, Abdoulaye Wade a voulu faire un troisième mandat. Tout le monde a laissé faire. Les urnes ont décidé, il n'a pas pu faire le troisième mandat. Si, au lieu de boycotter en 2020, on s'y était pris autrement, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de troisième mandat. À partir du moment où il y a un troisième mandat, il peut y avoir un quatrième mandat. Donc oublions le débat et faisons en sorte que la démocratie prévale et que l'on puisse l'emporter par voie démocratique. Voilà. Que dites-vous du Front commun? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Est-ce que vous pensez qu'il risque de boycotter la présidentielle ou à la dernière minute de sortir un plan B ou un joker qui pourrait être candidat et pour le PDCI et pour le PPACI? Aujourd'hui, j'en doute fort. Parce que toutes les initiatives... Vous les y encourageriez-vous? Toutes les initiatives pour avoir un plan B chez l'un ou chez l'autre, jusqu'à présent, ont échoué. Donc ce qui se passe au PDCI se passe également au PPACI, et aussi bien au PPACI qu'au PDCI avec moi, mais il y en a qui prennent leurs responsabilités. Jean-Louis Billon, vous voulez être président de la République, évidemment, c'est pour changer les conditions de vie des Ivoiriens. Quelles sont les idées fortes du projet le projet de société? Est-ce qu'il est prêt, ce projet de société? Ce débat arrivera en temps voulu. Mais bien sûr, je peux vous dire que je veux une Côte d'Ivoire forte, économiquement forte. Une Côte d'Ivoire compétitive. Partout où je passe, je dis, la première des préoccupations, c'est l'emploi des jeunes. C'est la toute première préoccupation que les Ivoiriens ont aujourd'hui. Trop de jeunes sont sans emploi. Même diplômés, ils restent sans emploi. Est-ce qu'il y a un pan de la gestion du RHDP auquel vous reprochez des choses qui constitueraient, vous, votre leitmotiv? Deux choses. Vous voyez, le régime RHDP a obtenu une croissance par l'investissement public, en négligeant l'investissement privé. Moi, j'ai cette double casquette, privé et public. Je serais mieux à même, sur le plan microéconomie, de réussir cette part de croissance par le secteur privé, qui est le véritable moteur de la croissance et qui est le véritable créateur d'entreprises. Au niveau du public, c'est bien, mais ça passe un peu vite. Très bien. Docteur Adielou? Oui, merci Ali. Monsieur le ministre, devant toute la nation, avez-vous un problème personnel avec M. Tidiane Thiam? Non, aucun. Je pose la question pourquoi? Parce qu'au cours d'une interview, vous l'avez durement attaqué. Vous avez dit qu'il était entouré de repéros. Je pense que beaucoup vous ont reproché cela. Le président Thiam, lors d'une interview récente à Paris, vous a durement attaqué. Êtes-vous sûr que vous n'avez pas un problème personnel? C'est ma première question. La deuxième question, devant toute la nation, avez-vous reçu un coup de pouce du RHDP pour vos parrainages? Oui ou non? Et troisième question, comment jaugez-vous vos forces devant le mastodonte qu'est le président Alassane Ouattara pour cette campagne électorale? Alors, je vais vous dire, avec le président Thiam, je n'ai pas de problème personnel. Aucun. Sauf qu'il a passé un quart de siècle à l'extérieur et je lui ai dit, en rentrant ici, tu rentres trop tard. On ne commence pas une carrière politique à l'âge de 62 ans. Vous le lui avez dit en face à face? On s'est rencontrés, lui et moi, et je lui ai dit, tu as fait les choses pas comme il fallait, hein, j'aurais préféré que tu rentres
et qu'on puisse avoir un autre président de parti, avoir notre primaire et que le meilleur d'entre nous l'emporte et on se serait tous mis derrière celui qui aurait été choisi. Il m'a répondu oui, je sais, mais j'avais besoin de ça pour combler mon déficit de notoriété. Voilà. Donc, il a fait comme ça, bien qu'il n'en remplissait pas les conditions, ce que j'ai reproché, moi, au parti, attention. Donc, dès le départ, il y avait des fautes. Et on arrive à un stade, j'ai dit effectivement, c'était une émission sans réserve avec M. Ali Diarra-Souba, où j'ai dit, Ali Diarra-Souba me posait la question, oui, mais même s'il ne connaît pas, il a des conseillers autour de lui. Je dis, on ne gère pas un pays par procuration. Et ce n'est pas en écoutant quelques ropéros. Pourquoi j'ai employé le terme? C'est un terme Parce qui a que fait des vagues, hein? Toutes les erreurs commises, et lui-même a fini par l'admettre en disant, je leur ai demandé de ne pas faire ci, ça a été fait quand même. Voilà. Donc il m'a donné raison. Je n'ai pas été dur. Je n'ai été que réaliste. En regardant la vérité en face, et je l'ai dit sur un plateau. On se dit que quand on est dans un même parti avec son camarade de parti, fut-il le président, il y a des choses quand même... Mais à la limite, je vais vous dire, je l'ai même plus aidé qu'autre chose, parce que ça pouvait l'amener à se corriger. Bon, ça n'a pas été fait. Maintenant, pour les parrainages... Oui. Attends, c'était quoi la deuxième question? Est-ce que le RHDP ne vous a pas donné un coup de pouce pour Non, mais les parrainages? parce qu'il y avait trois questions. Oui, la troisième question, c'est comment jugez-vous vos forces? Ok, donc la deuxième pour les parrainages... Non, attendez, ne me minimisez pas quand même. Les parrainages, j'avais dit que j'allais les obtenir, je les ai obtenus. Obtenus plus qu'il ne fallait. Il faut savoir que, contrairement à beaucoup d'acteurs politiques, je suis présent dans un certain nombre de régions avec les entreprises. En étant présent dans ces régions-là, c'est une zone d'influence pour moi que je pratique régulièrement et j'ai eu des parrainages assez facilement dans ces zones. Donc ça a réduit le travail pour moi pour aller conquérir d'autres zones, tout simplement. Il faut respecter ceux qui ont vécu. Très bien. Maintenant, par rapport à la troisième question, vos forces? À mes forces, je ne me lancerai pas dans une telle bataille si je m'en sentais pas capable. Donc mes forces, aujourd'hui, elles sont intactes, elles sont, je dirais, différentes des autres forces en présence, et c'est ce qui fait aussi ma force et mon charme en politique. On va marquer une courte pause, permettre à Jean-Louis Billon, qui est bombardé de questions de nos analystes en plateau, et nous retrouver juste après cette pause pour poursuivre ce 4e et dernier numéro de la quotidienne info de la semaine. Jean-Louis Billon, les élections de 2020, des candidats avaient annoncé avoir recueilli les parrainages requis, et au final, il se trouvait que le compte n'était pas bon. Est-ce que vous avez l'assurance que vous avez les 1% des régions définies et qu'il n'y a aucun risque qu'au moment de proposer la liste définitive, le Conseil constitutionnel ne vous éjecte? Alors moi, naturellement, on a atteint les 1% et on est allé plus loin. En cas de doublon, on peut présenter... Vous vous avez donné une marge? On s'est donné une marge. Donc ça devrait bien se passer. Mélina? Il faut savoir quand même que allez-y. Le processus de parrainage est extrêmement complexe et qu'il est conçu en réalité pour éliminer. Mais c'est un exercice qui vous apporte de la crédibilité quand vous passez cette... Vous dites pour éliminer les candidatures fantaisistes comme le laissent entendre certains analystes, en clair, pour oui, éliminer tout court? Pour éliminer ceux qui ne sont pas capables de réaliser un tel exercice. D'avoir un minimum de représentativité nationale? Oui, mais même, ça va au-delà de ça. C'est vraiment complexe. Et justement, avant de revenir à Mélina, on vous a vu, vous, à travers vos réseaux sociaux, parcourir les zones les plus reculées de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous a enseigné cette expérience, finalement? Bon, j'ai l'habitude de voyager dans la Côte d'Ivoire, ce que j'ai fait plusieurs fois sur l'ensemble du territoire national. Et là, j'ai vu les changements intervenus dans le pays avec l'investissement public. J'ai vu aussi la pauvreté qui existe encore dans le pays, les jeunes qui restent sans emploi, et aussi les zones qui sont encore laissées pour compte. Donc, en termes
de voir les attentes et les préoccupations des Ivoiriens, il n'y a pas mieux que cet exercice-là. Mélina Makissi. Vous êtes un homme élu à Dabakala. Quel est votre enracinement culturel avec cette localité? Est-ce que vous parlez le Djimini? Un petit peu. Moi, je ne le pratique pas tous les jours, mais bon. Parce que nous ne sommes pas si nombreux que ça comme Djimini sur Abidjan, donc... Et vous pensez qu'il est important pour un homme politique qui aspire à diriger la Côte d'Ivoire de parler sa langue maternelle? En tout cas, il faut la comprendre et ensuite, il faut avoir un ancrage local. C'est important. Hein. Vous ne pouvez pas dire je vais diriger la Côte d'Ivoire et vous venez de nulle part en Côte d'Ivoire. Très bien. Alamine Fofana. Monsieur le ministre, à vous entendre dans votre narratif, lorsque vous dites que le président Alassane Ouattara a un bilan défendable, vous aurez fait un plus s'il n'était pas candidat, parce que ça serait un candidat de taille de moins. Lorsque vous donnez l'information exclusive selon laquelle le président Thiam vous a dit qu'il cherchait à combler son déficit de notoriété lorsqu'il fait un cas de siècle en Occident, ce qu'il n'a jamais fait d'ailleurs, donc divulguer une information privée entre vous sur la place publique. Est-ce que vous n'entendez pas quelque part les personnes qui pensent que vous cherchez à plus crédibiliser la légitimité du scrutin que de vraiment vous poser comme une alternative de développement? Ça, c'est la première question. Pour revenir sur la deuxième question, c'est une question qui crée aussi polémique. Lorsque souvent on demande aux hommes politiques leur programme avant l'élection présidentielle, ils parlent souvent de temps. Le projet de gouvernance, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voler parce que c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié à votre vision et votre lecture de l'aspiration générale des populations. Le projet de gouvernance, c'est une vision à long terme. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un calendrier a priori de communication où vous donnez des pistes de programmes de gouvernance, de politique publique que vous allez mener? Parce que clairement, la période des campagnes n'est pas suffisante pour pouvoir présenter de manière holistique ce que vous voulez faire de la Côte d'Ivoire. C'est cela, c'est-à-dire que nous, on s'attendait à ce que vous nous dites ce soir, écoutez, pour les jeunes, voilà ce que je vais faire, pour les femmes, voilà ce que je vais faire, pour la santé, pour l'économie. D'abord, je ne vais pas le faire parce que le débat politique n'a pas complètement commencé. Très urgent. Jean-Louis Billon, en vue de la future présidentielle, dévoile ses plans. Bonne nouvelle ou mauvaise pour la Ouattari, n'oubliez pas de vous abonner.